Competentio de fichas pedagogica en littérature hispano-africana. Mon Dieu, moi qui ne comprends rien en espagnol, j'ai envie de comprendre ce que signifie cette phrase qu'on retrouve sur votre livre. Ici, je vais le dire en espagnol, compendio de fichas pedagógicas en literatura hispano-africana. C'est bien qu'on commence par là, hein, parce que c'est ce qui me tient le plus à cœur. Bon, ben, le hasard fait bien les choses alors. Oui, parce que ce n'est pas une œuvre complète en tant que telle, mais ça montre l'effort que nous faisons dans l'intégration de la littérature hispano-africaine dans les contenus des programmes gabonais. Il faut dire que vous êtes enseignante à l'école normale supérieure du Gabon et vous enseignez la langue espagnole? Voilà, je suis enseignante au département d'espagnol à l'école normale supérieure du Gabon et j'enseigne la littérature et la civilisation, on va dire, maintenant de l'espace hispano-africain. Normalement, je suis de formation américaniste. Américaniste? Oui. Qu'est-ce que cela signifie? J'ai un doctorat d'études sur l'Amérique latine. D'accord. Obtenu à Toulouse, le Mirail. Et puis, quand j'ai commencé à enseigner à l'ENES, j'ai enseigné les questions américaines et latino-américaines. Et puis, au fil du temps, je me suis posé des questions sur moi dans ce domaine. Parce que enseigner, c'est être quelque part ambassadeur d'une culture. Et le problème des programmes gabonais, c'était qu'on donnait la priorité à l'espace hispanophone américain, à l'espace hispanophone espagnol. L'espace hispanophone africain était complètement absent. Est-ce qu'aujourd'hui l'Afrique a vraiment besoin de cet espace hispanophone, étant donné qu'en Afrique centrale plus particulièrement, dont vous êtes issu, 5 pays sur 6 s'expriment en français? Forcément, et c'est ça la caractéristique, la particularité de l'espace Afrique centrale, parce que c'est l'Afrique centrale qui en Afrique centrale qu'on trouve le seul pays hispanophone en Afrique subsaharienne. Donc c'est ce qui fait notre force, c'est cette pluralité linguistique qui fait notre force. Si on parle d'intégration, elle doit être linguistique d'abord. Et on est resté dans la logique des barrières, la francophonie, et puis qui ne voyait pas trop la hispanidad. Mais la Hispanidad, il y a 500 000 personnes au maximum en Afrique centrale, sur près de 50 millions d'habitants de la zone, qui s'expriment, on va dire 1%, non 10%. Oui. 10%. Comment faire vivre une langue qui est noyée comme ça dans une autre beaucoup plus puissante qu'est le français? Eh bien, c'est justement notre combat aujourd'hui. C'est que si on doit intégrer, il faut intégrer par le plus petit dénominateur commun. Voulez-vous dire que l'Afrique francophone, l'Afrique centrale devrait demain adopter la langue hispanique comme langue de la zone? Échanges, non, pas forcément. Mais au lieu de l'éteindre, reconnaître son existence. Parce que, je l'ai dit, on parle beaucoup de littérature. Ce document c'est un résumé de fiches pédagogiques sur la littérature hispano-africaine. Cette littérature hispano-africaine nous parle, nous réunit. Et moi, je parle des littératures transfrontalières. Les littératures transfrontalières, c'est ce qui va amener le dialogue interculturel que nous sommes en train de chercher. Oui, effectivement, parlant de littérature transfrontalière, vous avez là le livre de Joachim Bomio Bacheng, qui est un écrivain équato-guinéen, qui vit entre la France, la Suisse et peut-être l'Espagne aussi. Je constate que ce livre a été traduit, a été traduit en langue française. Alors vous qui prônez
l'expansion ou bien la reconnaissance de l'hispanophone fournie dans la zone. Pourquoi traduire un livre d'un hispanophone en français? Justement parce que l'apprentissage de la littérature de l'espace hispanophone africain, s'il se fait seulement dans le monde réduit des apprenants de l'espagnol, ça fait que c'est une littérature qui restera toujours enfermée, reléguée, parce qu'on va dire beaucoup, il va se poser un problème d'accessibilité. Alors que si on traduit cette littérature pour la vulgariser dans tout l'espace francophone, ce sera une autre façon d'intégrer. Parce que à partir de là, j'ai tenu à traduire cette littérature parce que le travail de fond que je fais, c'est par exemple à l'université Omar Bongo, nous avons un département de littérature africaine. Mais le département de littérature africaine n'incluait que l'espace francophone africain. Et en parlant avec les autres, je leur ai dit, n'appelez pas votre département littérature africaine, appelez votre département littérature francophone, parce qu'il y a les autres littératures africaines qu'il faut connaître. Et c'est à partir de là qu'ils m'ont laissé faire l'initiation aux premières années de littérature africaine sur la littérature de l'espace hispanophone. Et donc, en faisant l'histoire, l'évolution, il fallait amener aussi les jeunes Gabonais à lire cette littérature. Et finalement, je ne dirais pas que le résultat est final, mais c'est intéressant parce qu'on rentre de plus en plus dans des approches comparées des auteurs de la Guinée équatoriale et des auteurs gabonais. On a des études qui vont faire la trilogie Gabon-Guinée équatoriale Cameroun, parce que ce sont les questions, ces auteurs abordent souvent les mêmes problématiques. Ne craignez-vous pas qu'on vous taxe de vouloir favoriser l'émergence d'un pays fin en Afrique centrale? Je ne peux pas le craindre pour deux raisons. C'est une question d'affirmation d'identité. Je vous ai dit tout à l'heure que je suis américaniste. Lorsque je décide de ne plus enseigner seulement la littérature afro-américaine ou afro-latino-américaine, c'est parce que je veux qu'on me retrouve dans ce que je fais. Si dans ce que je fais, je dois parler du Gabon, et si je dois parler du Gabon, pourquoi ne pas faire valoir mon identité gabonaise à travers tout ce qui regroupe le Gabon et tout ce qui fait reconnaître le Gabon à l'extérieur. Si on est fan, on l'est et on a des fans autour de nous. Pourquoi ne pas les retrouver? Mais le but ne serait pas de créer un État fan. Non, le but c'est de voir les études que je fais mener par mes étudiants, c'est justement de voir cette rencontre des cultures, parce que l'Afrique fonctionne beaucoup avec des stéréotypes laissés par le colonisateur qui avait la politique de diviser pour régner. Je vais aller droit au but. Êtes-vous pour ou contre la création d'un État fan en Afrique centrale? La création d'un État fan ne peut plus se faire, ne peut même pas se faire, parce que depuis la conférence de Berlin, les Occidentaux ont travaillé pour que l'Afrique reste divisée. Lorsqu'on crée les États-nations, c'est pour faire en sorte que les gens d'un même groupe linguistique ne puissent pas être ensemble et constituer une force contre le colon. Et c'est de ça que nous héritons et c'est ce que nous faisons prévaloir aujourd'hui lorsque ce repli identitaire continue à exister dans nos pays. On fait la politique du colon. Créer un État fan, le fan ne se conçoit plus comme un fan qui avait une même origine. Le fan de la Guinée équatoriale, les fans de la Guinée équatoriale, ils parlent espagnol, ils ne se sentent pas gabonais et vice-versa. Le Gabonais se sent d'abord gabonais avant de considérer celui qui parle la même langue que lui en Guinée équatoriale. Donc c'est cette séparation des frontières
qui fait qu'aujourd'hui, il serait difficile de penser à un État-femme qui deviendrait le président de cet État-femme, le fan du Cameroun, du Gabon, de la Guinée équatoriale. Non, c'est un rêve qui ne peut plus arriver. La question de l'intégration, on doit la voir autrement. L'intégration, elle ne doit pas commencer par le côté économique. Si on commence l'intégration par le côté économique, on fait prévaloir cette volonté de l'Occident à nous maintenir séparés. Si nous travaillons par le bas l'intégration pour dire qu'est-ce qui nous unit d'abord, on n'aura pas besoin de dire on crée un État-femme. On chercherait à trouver qu'est-ce qui nous unit aux femmes de la Guinée et qu'est-ce qui nous unit aux femmes du Congo, ou est-ce que nous sommes vraiment aussi divisés tout simplement parce que je dis que je suis femme et l'autre est pour nous, l'autre est Téké. Non. Dans les petites études que je mène dans mes salles de classe, c'est pour amener à justement bannir ces frontières, ce repli identitaire que nous imposons à nos enfants en leur donnant des fausses représentations sur les notions d'identité. Parlant de frontières, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus grandes que les frontières entre femmes. Ce sont les frontières entre trois pays où vivent les femmes. Oui. Le Cameroun, le Gabon, votre pays, la Guinée équatoriale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai rencontré votre ami Joachim Bomio il y a quelques années. Lui prône l'ouverture des frontières en Afrique centrale. Quel est votre point de vue là-dessus? Moi, je crois que c'est peut-être en cela que nous nous sommes retrouvés sans nous connaître d'abord physiquement. C'est par nos prises de position intellectuelle. Parce que dans sa littérature, c'est cette question de l'Afrique qui se dégage, l'indépendance de l'Afrique, la culture africaine qui se dégage. Et en le lisant, on va voir que les problématiques qu'il pose, même si elles sont rattachées à l'espace équato-guinéen, chaque Africain peut se retrouver dans ce qu'il dénonce ou dans ce qu'il défend. À partir de là, forcément, la question de l'Union africaine, c'est ce qui prend le dessus, mais une Union africaine qui n'est pas politique. Parce qu'une Union africaine qui se fait par le politique, se fait de façon égoïste, parce que chacun va chercher, même si on parle d'union, chacun va chercher égoïstement à tirer la couverture vers soi. Mais si on parle d'une union culturelle, ça veut dire qu'on va aller vers la reconnaissance d'une culture africaine. Une culture africaine qui parfois a du mal à se mettre en place parce qu'il y a certains États africains tout petits qui pensent même que par la pluralité ethnique, la culture nationale n'existe pas. Si on a un problème d'identité culturelle nationale, est-ce qu'on peut penser à une identité culturelle africaine? On va aller terre à terre pour que la ménagère de 50 ans qui a fait le CM2 comprenne très bien. Aujourd'hui, le problème de la libre circulation en Afrique centrale se pose, surtout au Gabon et en Guinée équatoriale. Il est dit que ce sont ces deux pays qui empêchent la libre circulation des biens et des personnes en Afrique centrale. Chez vous au Gabon, le Camerounais, comme l'Équato-Guinéen, paye cher une carte de séjour. On ne peut pas partir de la capitale gabonaise ou d'une ville comme Bitam, qui est presque à la frontière du Gabon, aller dans une ville à la frontière au Cameroun ou en Guinée équatoriale sans prendre un visa. Ne trouvez-vous pas que c'est un grand retard qu'accuse l'Afrique centrale avec ses blocus? C'est pour ça que la zone CEMAC est le plus en arrière dans ce processus d'intégration en Afrique. C'est la zone CEMAC qui est le plus en arrière. Oui, mais qu'est-ce qui pose problème? La zone CEMAC a ses lourdeurs là parce que c'est une intégration qui a été vue d'en haut, qui n'a pas cherché à savoir qu'est-ce qui unissait ces pays-là à qui on a demandé d'être ensemble. Pour aller en Guinée équatoriale, je paye 75 000 francs.
Pour un visa. Pour un visa. Est-ce que c'est normal? Parce que la question de l'intégration culturelle ne s'est pas posée. Si on avait commencé à s'accepter comme des gens de même culture, on ne maintiendrait pas les barrières au niveau économique. Qu'est-ce qu'on défend? Est-ce que c'est nous qui... Est-ce que c'est l'Afrique centrale qui gagne dans ce blocage? Prenons seulement le cas de la route. Si une intégration se fait par la route, que les autoroutes de la CEMAC sont bien construites, est-ce que le Camerounais aurait besoin de venir s'installer au Gabon? Est-ce que le Congolais aurait besoin de venir? On circulerait dans cet espace pour chercher du travail, on chercherait à vivre chez soi, là où la vie est le plus moins chère. Mais ceux qui nous maintiennent dans cette logique de barrière, ce sont ceux qui gagnent par le côté économique. Par exemple, nous avons cet ouvrage-là, qui est une production de l'école normale qu'on a faite sous ma coordination. C'est justement la question qu'on pose dans langage et intégration, la Guinée équatoriale dans la zone CEMAC. La zone CEMAC peut-elle exister sans la Guinée équatoriale? Amène à dire, est-ce qu'on peut réussir l'intégration économique en zone CEMAC en gardant tous nos ressentis légués par la colonisation, où les uns se sentent supérieurs aux autres, où les autres pensent qu'on n'a rien à prendre chez l'autre. C'est toutes ces représentations pour nous héritées de la colonisation. La barrière linguistique fait que le francophone se sente plus fort que l'hispanophone. Et à partir de là, il ne faut pas que l'autre vienne chez moi, sinon il va venir m'ennuyer. Or, cette intégration est déjà faite. Lorsque nous sommes au Gabon, le Gabon accueille toutes les nationalités. La lourdeur au niveau de la libre circulation n'est que le fait de ceux qui tirent les ficelles et qui gagnent à maintenir ces zones séparées. Dans le cas du Gabon, qui est celui qui tire les ficelles? Quel pays tire les ficelles? On sait que les puissances occidentales tirent encore les ficelles. Lesquelles? Dans le cas du Gabon, ce n'est pas à demander. Le Gabon est une ancienne colonie française. Voulez-vous dire que c'est la France qui empêcherait le Gabon d'ouvrir ses frontières? Non, je ne le dirais pas, ce serait trop facile. Ce serait trop facile, je ne pourrais pas m'avancer dans une affirmation. Vous dites que cela aussi. Profite à ceux qui tirent les ficelles. Voilà, je dis ça. Parce que quand on voit la gestion des choses, on prend les compagnies pétrolières. Les compagnies pétrolières ne sont pas africaines. Dans le cas du Gabon, elles sont de quelle nationalité? Les compagnies, c'est Total, Shell, tout ça qui exploite le pétrole au Gabon, ce sont les mêmes qui se sont installés en Guinée équatoriale, par exemple. Et je crois que ce sont les mêmes qui sont au Cameroun. La Guinée équatoriale a fait un effort de faire installer aussi des compagnies américaines, et espagnoles et chinoises peut-être, pour essayer de faire la part des choses. Mais au Gabon, l'industrie pétrolière est contrôlée par les compagnies françaises. Alors, lorsqu'on lit entre les lignes, ou bien lorsqu'on vous écoute, on a l'impression que, oui, cette puissance coloniale qu'est la France tirerait les ficelles et empêcherait les pays d'Afrique centrale de s'unir. On sait que la France a une grosse part à gagner dans l'exploitation économique du Gabon. Ça, on ne peut pas s'en cacher. Maintenant, ce que les Africains, les Gabonais, les Africains de la sous-région CEMAC doivent comprendre, c'est que quand est-ce eux-mêmes ils vont s'asseoir pour décider des politiques de développement de leur nation? Ça, c'est ce que moi je dirais. Les politiques de développement de leur nation doivent être réfléchies, mûries, sans trop la présence. On sent le langage de la rue va dire non, on ne peut pas faire telle chose. La France ne permet pas. Sommes-nous des États indépendants ou pas? Pour vous, est-ce que le Gabon est-il indépendant? Le Gabon est un pays souverain, mais
où débute cette souveraineté et où s'arrête? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Lorsqu'on sait que ce que je viens de dire, l'homme de la rue dit, pour que telle chose se règle au Gabon, par exemple, il faudrait que le président français dise. Est-ce que c'est dit par les politiques ou c'est l'imaginaire? L'imaginaire, l'homme de la rue, pourquoi continue-t-il à penser comme ça? C'est ça le problème de l'Afrique aujourd'hui. L'indépendance mentale. Nous pouvons avoir la souveraineté, mais libérer les mentalités, c'est le combat de l'Africain aujourd'hui. Charles Ntchoréré, un Africain face aux nazis, que vous évoque un tel documentaire? Ce documentaire, c'est un grand honneur pour le Gabon, parce que dans ce que ça rejoint un peu ce que je viens de dire, la libération mentale de l'Africain, parce que lorsqu'on est étudiant au Gabon et qu'on n'est pas au département d'histoire à la fin, on a l'impression que le Gabon n'a participé à rien du tout dans les grands événements du monde. Ici, on parle de la Deuxième Guerre mondiale. Le Gabonais est dans une logique de autodénigrement. On a l'impression qu'on est capable de rien, qu'on ne peut rien faire. Tout s'est fait par les autres. Mais ce documentaire nous prouve le contraire. Et donc, c'est vraiment un grand hommage et un grand honneur pour le Gabon. Maintenant, il faudrait, moi je dirais, sa diffusion ne devrait pas se faire seulement par les médias. Il faut une exploitation didactique qui permettrait aux Gabonais, au plus bas niveau de l'école gabonaise, du primaire, du secondaire, de savoir que le Gabon est un pays qui peut être fier de lui et de son histoire grâce à des personnages comme le capitaine Ntchoréré. On n'en parle pas trop, nous qui faisons de l'histoire dans le monde hispanophone. On va parler des héros latino-américains, mais pas des héros gabonais. Ce documentaire a été diffusé lors du festival des documentaires ici à Libreville le 23 novembre dernier. Ce documentaire, votre ministre de la Communication l'a vu. Et ce documentaire, j'en ai discuté avec Janvier Nguema, qui est le ministre délégué à l'Éducation nationale. Il m'a donné 3 rendez-vous, il ne m'a jamais reçu. Je le dis, c'était enregistré. 3 rendez-vous, il ne m'a jamais reçu. Je peux vous montrer son numéro de téléphone personnel. Ce documentaire vient d'être demandé par l'Allemagne pour le festival de Cologne. Il est sous-titré en anglais. Mais le Gabon est l'endroit où il a le plus été mal reçu. C'est ce que j'ai dit, ça rejoint ce que j'ai dit. L'autodénigrement, c'est pour ça que je dis c'est un document qui servirait à but didactique. Ça permettrait au Gabon de se réconcilier un peu avec son histoire. Moi, en tant qu'enseignant d'histoire du monde hispanophone, je fais des mémoires où j'essaie de mettre le personnage historique gabonais en fait. Je demande à mes étudiants d'aller chercher. Ils ne trouvent pas, ils sont convaincus que le Gabon n'a rien fait. Donc, moi je dirais, j'insiste sur le fait que le Gabon doit s'approprier ce documentaire pour faire valoir l'histoire du Gabon. S'en approprier, c'est aussi par l'éducation. Par l'éducation. En faire un support didactique qu'on pourrait utiliser de façon transversale. Connaissez-vous Janvier Nguema? Oui. Personnellement? Pas personnellement, c'est quelqu'un c'est une grande figure du Gabon pendant longtemps, de l'éducation surtout au Gabon pendant longtemps. Il a été le proviseur. Je sais, j'ai été dans son lycée à Lambaréné, j'y ai passé une semaine. Oui, je connais l'homme. Et aujourd'hui, il est à l'éducation nationale, il est très bien placé pour faire la promotion. Puis-je vous confier la démarche pour ça? Je suis fatigué. Je peux essayer, je n'ai pas peur d'essayer. Je suis fatigué, moi. Je peux essayer de le rencontrer, mais je ne peux pas garantir. C'est un ministre, il est ouvert aux questions de l'éducation, de la promotion de l'éducation, d'autant plus que depuis longtemps, le Gabon parle de africaniser ses programmes.
gaboniser ces programmes. C'est ce qu'on appelle la contextualisation, de pouvoir valoriser aussi, j'allais dire en espagnol, de pouvoir valoriser aussi le héros gabonais. Bon, dans cette démarche-là, en tant qu'enseignante à l'école normale supérieure, je peux essayer de rencontrer mon ministre de l'Éducation. Très bien, je vous confierai une copie personnelle. Mais j'essaierai. Merci bien.